8h, le journal Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. Encourager les bonnes pratiques. Les bons élèves chez les généralistes sont récompensés par l'assurance maladie et la prime peut être importante. Il y a 2 mois, l'attaque de 2 surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe par un détenu radicalisé. La garde des Sceaux est entendue aujourd'hui par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Dans ce journal également, l'objectif devient une ambition. Changement de discours du gouvernement sur un retour au plein emploi en 2025. Une page de l'histoire du Japon se tourne aujourd'hui. L'empereur va abdiquer et cède le trône à son fils, le prince Naruhito. 8h12, Vincent Hervouet reviendra sur la réapparition dans une vidéo de propagande du chef du groupe État islamique, Al-Bakr al-Baghdadi. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Europe 1. Des récompenses pour les médecins qui ont de bonnes pratiques. 60 000 généralistes recevront dans les prochains jours une prime de l'assurance maladie, la ROSP, la rémunération sur objectif de santé publique. Elle peut s'élever à plus de 4 500 € si les médecins ont suivi l'année dernière les consignes de l'assurance maladie. L'objectif du dispositif est simple, réduire le trou de la sécurité sociale, mais également encourager la prévention. Reportage dans un cabinet médical de Saint-Ouen-l'Aumône en région parisienne avec Aude Vernuccio. À en croire l'assurance maladie, le docteur Uruji est un médecin vertueux. Sa prime, appelée la ROSP, s'élève à 6 900 € pour avoir rempli plusieurs critères détaillés dans un compte-rendu. Vaccination antigrippale, vous voyez là, un petit peu au-dessus de la moyenne. Certains des critères sont de savoir si on a prescrit dans le répertoire des génériques ou pas. C'est de la dépense. Peut-être que la ROSP a permis de convaincre certains que c'est vraiment indispensable de faire très attention. Mais quand on est face à notre patient, on ne pense pas ROSP. Enfin, j'espère que mes collègues ne pensent pas ROSP. Alors cette somme influence-t-elle l'ordonnance du médecin ? Impossible de le mesurer dans ces chiffres. Le docteur Uruji y voit, lui, un moyen d'améliorer sa pratique, mieux dépister par exemple le cancer du col de l'utérus, critère mal noté au niveau national, principalement parce que les praticiens manquent de temps, explique-t-il. Pendant une consultation standard, entre 15 et 20 minutes, vous êtes malade, vous avez 39 de fièvre et je vais vous parler, tiens, ça serait bien que vous fassiez votre frottis. Des fois on y pense, des fois on n'y pense pas. Mais c'est vrai que seul dans un cabinet médical, sans aide, c'est assez compliqué, surtout lié à ça, au temps médical de plus en plus court. D'autant qu'il effectue le travail de 6 médecins partis à la retraite sans être remplacés. La solution serait un assistant médical, dossier dont le financement est étudié en ce moment au ministère de la Santé. Aude Vernuccio. Il y a 2 mois, 2 surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe étaient attaqués par un détenu radicalisé. Une attaque qui avait entraîné un mouvement de grève dans les prisons, à commencer par celle près d'Alençon. Ils réclamaient plus de protection et également l'autorisation de fouilles élargie. Notre reporter Jean-Jacques Herry s'était rendu sur place et avait recueilli ce témoignage très fort d'un surveillant qui s'était confié sur la dureté de son quotidien. Il faut toujours trouver le point d'équilibre. Ici, ça peut partir pour un rien, pour un réveil le matin. Tout de suite, ça va faire grimper la tension. Ils vont être énervés. Un problème de cantine, une histoire d'argent. Tout de suite, pour eux, on les vole, c'est toujours du dialogue. Être dans le déminage constant. Le déminage de la situation, c'est constant. En plus, on est avec une population pénale maintenant qui est de plus en plus jeune, qui n'a plus de limite. Ils n'ont aucune limite. Ça peut partir à une vitesse folle. Pour un rien, pour une simple frustration. Et nous, on est là en première ligne, on essuie les plâtres constamment. Les insultes, les crachats, certains collègues se sont fait cracher dessus. C'est tout le temps comme ça. Le soir, on rentre, on est fatigué, quoi. On a la tête comme ça, quoi. Faut se blinder, faut éviter de se ramener du boulot à la maison parce que sinon, c'est la vie de famille qui prend derrière, quoi. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps. Derrière, le plus malheureux, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est jamais soutenu parce que on va vous dire, ouais, mais peut-être que vous auriez dû faire différemment, etc. Alors qu'on essaye de ne faire qu'appliquer les lois, les notes de service, etc. quoi. Et voilà, c'est usant. Une situation donc explosive avec ce problème récurrent de sécurité. Et cette question, y a-t-il eu des failles à la prison de Condé-sur-Sarthe ? Pour le déterminer, Nicole Belloubet va être entendue par la commission des lois de l'Assemblée nationale cet après-midi. La garde des Sceaux avait commandé un rapport de l'inspection générale des services judiciaires. Salomé Legrand a pu en consulter les conclusions pour Europe 1. Il formule 37 recommandations précisément, depuis la petite amélioration technique jusqu'au gros changement organisationnel. Côté sécurité, les rapporteurs ont identifié plusieurs zones de la prison à couvrir avec des caméras de vidéosurveillance et ont découvert l'absence de contrôle de toutes les marchandises, notamment alimentaires, qui rentrent dans l'établissement. Un tunnel à rayon X doit être installé rapidement. Mais le vrai point noir concerne la mauvaise organisation du dialogue entre, d'un côté, les
les agents du renseignement pénitentiaire et de l'autre, le reste des intervenants en détention. Les informations rassemblées par les uns et les autres sur ce détenu radicalisé et pourtant très suivi ont été trop peu exploitées, certaines remontées trop banalisées. Le ministère est donc en train de formaliser une procédure d'échange d'informations. En attendant, l'auteur de l'attaque, blessé au cou et à la mâchoire dans l'assaut du raid, n'a toujours pas été entendu. Il est trop faible et dans l'incapacité de parler. Sorti de l'hôpital il y a 10 jours, il est maintenant détenu dans la prison de Vendin-le-Vieil, à l'isolement le plus complet. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Le plein emploi en 2025, l'objectif peut paraître ambitieux. La réforme de l'assurance chômage sera dévoilée en juin. Elle fait partie du calendrier annoncé par Édouard Philippe hier à l'issue du séminaire gouvernemental. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait évoqué ce retour au plein emploi à l'horizon 2025. Et sur ce point, Olivier Samin, on a tous noté une évolution sémantique. Au départ, il y avait un objectif d'un taux de chômage ramené à 7% en France à la fin du quinquennat, autrement dit en 2022. Ça, c'était le programme du candidat Macron. L'horizon 2022 est resté, mais le mot objectif, lui, est progressivement sorti du discours. À la place, ces derniers mois, on a entendu plusieurs membres du gouvernement parler des 7% comme d'une ambition. Pas tout à fait la même chose. Et puis jeudi dernier, nouvelle évolution sémantique. Le mot objectif a refait surface. Emmanuel Macron l'a prononcé, mais l'horizon 2022 a été abandonné, désormais c'est 2025, et le chiffre de 7% disparu lui aussi. Le président évoque désormais la notion de plein emploi. L'avantage avec cette notion, c'est que ça ne renvoie pas à un chiffre. Le plein emploi arrivera, disent les économistes, quand le chômage conjoncturel aura été ramené à zéro et quand les réformes structurelles, formation professionnelle, apprentissage, plan d'investissement compétences, auront produit leur plein effet. Pas tout de suite donc, et de toute façon, sans référence à un chiffre. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Et on entendra là-dessus la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, invitée d'Audrey Crespo-Mara. C'est dans 10 minutes. Demain, c'est la fête du travail, Sophie, le 1er mai. Et bien sûr, son traditionnel brin de muguet. Oui, Pierre, mais attention à celui que vous allez acheter parce qu'il pourrait provenir d'une filière illégale. C'est en tous les cas ce que dénoncent les fleuristes des Hauts-de-France. Des huissiers seront sur le terrain demain pour constater les infractions. Olivier Turblin est le président de la Chambre syndicale des fleuristes des Hauts-de-France. Depuis de nombreuses années, nous on repère sur le Bon Coin des annonces. C'est des réseaux de pseudo-fleuristes qui vont alimenter donc les particuliers qui vont à leur tour s'installer sur la voie publique. Et ces gens-là nous font une concurrence déloyale. Les ventes ont toujours été autorisées par un particulier. Ils peuvent vendre du muguet sur la voie publique, c'est pas interdit, mais à la seule condition que ce soit du muguet cueilli dans les bois, du muguet de son jardin. Mais là, on est arrivé sur des réseaux très très bien organisés. 90% des ventes des particuliers constatées par l'huissier, c'est des gens qui ont acheté le muguet directement chez des pseudo-fleuristes. Ils arrivent à vendre du muguet 2 fois moins cher que notre meilleur prix hors taxe. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le muguet représente pour nous un chiffre d'affaires de 10% annuellement, donc c'est loin d'être anodin. On demande ni plus ni moins le respect de la loi. Olivier Turblin, président de la Chambre syndicale des fleuristes des Hauts-de-France, répondait à Marguerite Lefebvre pour Europe 1. La croissance démarre l'année 2019 en douceur, plus 0,3% au premier trimestre selon l'INSEE, un niveau équivalent aux 3 derniers mois de l'année dernière, chiffre en deçà de l'estimation de l'Institut économique, mais conforme aux prévisions de la Banque de France. La suite du journal avec Sophie Tussaud et cet événement qui n'était pas arrivé depuis 2 siècles au Japon. L'empereur Akihito va abdiquer aujourd'hui après 30 ans de règne. Il cède le trône du chrysanthème à son fils, le prince Naruhito, 59 ans. Pour les Japonais, c'est une page qui se tourne. Reportage de notre correspondant à Tokyo, Bernard Delattre. Les Japonais sont si attachés à leur empereur qu'aujourd'hui ils se montrent rassurés de voir Akihito renoncer. Abdiquer plutôt que subir à 85 ans vieillesse et problèmes de santé. Mais c'est sûr, celui qui est devenu le symbole de l'ouverture de la monarchie japonaise va leur manquer. C'est le cas de Mariko, femme au foyer de Tokyo. J'ai un profond respect pour lui. À Fukushima en 2011, par exemple, il s'est rendu au chevet des victimes. Chaque fois que des Japonais souffraient, il était à leur côté. Eh bien moi, ça m'a toujours beaucoup touché. Car Akihito, c'est l'empereur qui a rompu avec le système patriarcal et autoritaire dont se souvient ce retraité prénommé Yuichi. Il a
été le symbole de l'État. Avant lui, l'empereur était chef d'État, chef d'armée et un dieu vivant. C'est capital comme évolution. Le Japon a commis tant de crimes de guerre au nom de l'empereur. Dorénavant, cette proximité avec les Japonais instaurée par Akihito sera perpétuée par son fils aîné. L'empereur Naruhito, qui va prendre la tête de l'Empire, sera accompagné de Masako, sa femme et future impératrice, pour une gestion plus humaine de la fonction. Et il va continuer comme son père, a-t-il prévenu, à partager les joies et les peines du peuple japonais. Tokyo, Bernard Delattre, Europe 1. C'est la première fois qu'il apparaît depuis 5 ans, le chef du groupe État islamique. Une vidéo montrant Abou Bakr al-Baghdadi a été mise en ligne hier sur un site de propagande. Il y évoque la bataille pour Barouz en Syrie, mais également les attentats contre les églises au Sri Lanka le week-end de Pâques. Cette vidéo n'a pas été authentifiée. Et on y revient en détail avec Vincent Hervouet juste après ce journal. On prend maintenant la direction de l'Alsace pour une querelle de clochers et au sens propre. Oui, c'est plus courant qu'on ne le pense et ça peut même aller loin, comme dans ce village de Yettingen où des habitants ont réclamé un référendum local pour ne plus entendre sonner les cloches pendant la nuit. Arthur Nbaché. C'est vrai que l'Angélus, 5h40 tous les matins, ça envoie, dit Patrick à André Boff, répond le voisin malicieux septuagénaire. Mais je ne vois pas pourquoi il faut l'enlever, c'est des vieilles traditions qui est 300-400 ans. Je ne vois pas pourquoi on va changer ça du jour au lendemain. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient de la ville qui ne peut pas s'adapter à notre truc. Bon, après, c'est vrai que peut-être ça peut empêcher certaines personnes de dormir. Ils pouvaient faire l'amour pendant ce temps. C'est ce que vous faites depuis un certain nombre d'années. Oui, oui. Ici, les cloches sonnent tous les quarts d'heure. De l'autre côté de l'église, la maison toute neuve de Fanny, jeune maman, qui a voté pour le silence de minuit à 7h. On n'est pas les gens de la ville qui débarquent à la campagne. On sait ce que c'est des cloches. C'est juste que maintenant, il faut aussi vivre avec son temps. C'est plus comme dans le temps où elles servaient aussi beaucoup aux personnes qui allaient travailler dans les champs, qui se servaient des cloches en majorité. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que les cloches qui font trop de bruit à Yettingen. Disons qu'elles sont bruyantes, surtout quand elles sont en reproduction, et là ça dure 1 mois et demi. Les oies et les poules de Denis sont aussi dans le viseur de ses voisins. Des gens qui m'ont fait une lettre en me disant que ça dérange et on n'arrive pas à se concentrer la journée. Ce n'est que le début de l'affaire dite des poules, celle des cloches sera tranchée vendredi soir en mairie, dépouillement du référendum communal. Yettingen, Arthur Nbaché, Europe 1. Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud.